Bonjour tout le monde, bon vendredi, on approche les vacances de Noël, surpris de voir autant de gens avec moi aujourd'hui, donc super le fun, merci d'être là. Donc ça fait un petit bout, ça fait vraiment presque 2 mois en fait que j'ai pas tenu d'épisode, donc je pense que j'ai besoin de vous fournir, je me sens pas dans le besoin, mais je me sens obligé un peu de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, là, pourquoi j'ai pris autant de temps avant de faire des épisodes.
Enfin, on a eu un automne très chargé. En fait, j'ai vécu des départs dans mon équipe. Donc, pour ceux qui côtoient plus régulièrement, vous savez bon, que le représentant de la date dans la région de Québec a quitté, qui était Alex Gendron. Donc, Alex a quitté pour aller travailler chez Microsoft dans l'équipe Azure. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé à prendre un petit peu son chapeau. Donc, m'occuper des soumissions, rencontrer les clients un petit peu plus souvent. J'ai eu un autre départ. On a eu un autre départ aussi dans l'équipe à Montréal. Donc, enfin, on était deux architectes qui couvraient ensemble le Québec. Et le second architecte était avec moi, Sébastien Perrault, qui des fois me regarde des fois. En tout cas, je ne sais pas si tu es là, Sébastien, mais tu me manques. Donc, oui, effectivement, Sébastien a quitté pour Amazon dans l'équipe de C2 au niveau stockage. Donc, je me suis retrouvé, non pas avec 2 chapeaux, mais 3 chapeaux tout l'automne. Et c'est pas comme si j'avais pas d'ouvrage lorsque ces gens-là quitté. Donc, je vous laisse imaginer un peu l'automne et début de l'hiver qui ont été vraiment folles. Donc, j'avais de la misère à trouver du temps pour travailler sur le contenu de l'épisode parce que je tiens toujours à vous donner de bonne qualité, donc de bonne information. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail à faire pour arriver à faire ça. Et malheureusement, avec cette charge de travail-là, c'était pratiquement impossible. Et ça fait tellement longtemps que je viens de voir que Twitch a changé un petit peu leur plateforme. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne. Il y a quand même quelques personnes en ligne. Je pourrais juste envoyer un petit message, un petit salut dans le chat. Juste voir de mon côté comment ça se passe. C'est vraiment le dashboard a complètement changé. Et d'ailleurs, aussi le timer, j'ai eu un peu de difficulté avec le timer juste avant l'épisode. Donc ça aussi, le timer que j'utilisais, le countdown, en fait, que j'utilisais, le service que j'utilisais a arrêté de fonctionner. Donc j'ai dû en trouver un à la dernière minute. Donc, ok, merci messieurs, Sébastien. Super, donc ça fonctionne bien. Donc, excellent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous? Plusieurs choses. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est vu 2 mois. Il y a eu beaucoup de nouvelles en 2 mois chez Red Hat et dans le monde autour de Red Hat. J'ai pensé aujourd'hui vous présenter, vous parler en fait de la nouvelle plateforme Ansible, parce que c'est un gros changement qu'on a fait chez Red Hat dernièrement, qui est annoncé au Linux Fest. Donc, comme sujet principal aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux changements autour de Ansible. Donc, c'est un nouveau produit. En fait, c'est un regroupement de tous les offres Ansible autour d'un produit qui s'appelle Ansible Automation Platform maintenant. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. OK, donc allons-y. Premier sujet, sur quoi j'ai travaillé, ce que je fais régulièrement à chaque épisode. Donc en 2 mois, je pourrais tenir l'épisode même plusieurs heures cet après-midi avec sur quoi j'ai travaillé dans les 2 derniers mois. Plutôt choisir un petit peu le highlight, qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qui était le fun, qu'est-ce qui peut vous intéresser aussi. Tout d'abord, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous parlais que je travaillais avec un client qui organisait un automaton. Malheureusement, je ne peux pas nommer le client, là, mais j'espère que je ne m'échapperai pas dans ce que je vais raconter. Bref, on a exécuté l'automaton avec le client. Ça s'est bien passé, somme toute. C'est sûr que la journée de l'automaton, bon, il y a eu des petits problèmes techniques. Les équipes qui se sont présentées devaient avoir accès à certains environnements et malheureusement, il y avait des accès qui ne fonctionnaient pas. Par contre, ça a été super le fun de voir toutes ces équipes-là ensemble travailler à essayer de résoudre des problèmes que cette compagnie-là avait en automatisant. Et une grosse partie du travail a été fait avec Ansible durant cette journée-là. Donc, c'était super le fun. Parallèlement à l'automaton, on avait organisé aussi des présentations. Donc, il y avait 2 tracks de présentation. Donc, tous les partenaires de l'événement participaient. Donc, il y avait nous, il y avait Microsoft et il y avait VMware. Donc, de notre côté, on a fait 3 présentations. Moi, j'en ai fait une pour la première fois, j'ai fait Ansible Security à cet automaton-là. Donc, ça fait partie de la nouvelle offre que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça s'est hyper bien passé. J'ai eu une bonne réception sur la présentation. J'ai mon collègue Luigi qui a fait une présentation très haut niveau là, sur comment s'organiser un petit peu lorsqu'on veut lancer des projets informatiques. Donc, super présentation. C'est la première fois que je voyais présenter mon ami Luigi. C'était le fun de le voir présenter un sujet qui le passionne. Et finalement, j'ai David. David, je ne sais pas si David est avec nous aujourd'hui, mais David a présenté
comment créer du code non brisé en automatisation. Donc, créer avec des plateformes de test, bien sûr. Donc, je suis content d'avoir livré l'automaton parce que ceux qui me suivent depuis quelques épisodes, j'en ai parlé souvent. Donc, parce qu'on a eu des workshops pour préparer les gens à l'automaton. Et somme toute, c'était une super activité, quelque chose que je recommande aux clients qui veulent organiser ça, histoire de motiver vos troupes à automatiser plus. J'ai trouvé ça, le concept vraiment super. Autre gros événement pour lequel j'ai participé, et je vais prendre le temps d'en parler, puis surtout remercier les gens. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui étaient au symposium sur la sécurité qu'on a fait à Québec. Enfin, on l'avait fait à Montréal au mois d'août. On l'a repris à Québec, on l'a francisé, on l'a mis à jour aussi. Et vraiment, la réponse a été magnifique. 110 personnes qui se sont présentées la journée de l'événement. C'est officiellement le plus gros événement qu'on a tenu à Québec. Donc 110 personnes qui sont venues passer la journée avec nous, à entendre des présentations, avoir des démonstrations sur plusieurs de nos produits, avec un focus bien sûr sur la sécurité. Et tiens, je veux parler de ça. En fait, ça fait plusieurs années que je fais ce travail-là, que je présente un peu partout dans l'Est du Canada. En fait, même j'ai présenté quelques fois dans l'Ouest aussi, mais bref, j'ai eu la chance de présenter à toutes sortes de groupes de personnes. Et vraiment, à Québec, il y a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est le fait de la langue ou... bref, avec 110 personnes qui sont en avant. Toi, quand je suis arrivé, en fait, pour faire ma présentation, j'ai terminé le dernier, en fait, dans la journée pour présenter une cybersecurity, donc la deuxième fois que je présentais une cybersecurity. J'écoutais le présentateur qui était en avant, puis je regardais les gens. C'était impressionnant de voir comment tout le monde écoutait attentivement, regardait le présentateur. Parce qu'il y a bien des places où on va présenter, les gens ils ont la tête baissée sur le téléphone ou sur le laptop. Et je n'ai pas vu beaucoup vraiment à Québec. Donc la qualité des participants, c'est vraiment magnifique. C'est un beau témoignage que vous faites aux gens qui font des présentations. Vous savez que c'est pas évident de monter une présentation qui va plaire à tout le monde. Il y a plusieurs semaines de travail, généralement. Donc, de voir que les gens écoutent, puis qu'il n'y a pas vraiment personne parle, moi j'ai trouvé ça magnifique. Quand je suis arrivé sur le stage, ça m'a vraiment impressionné. On sent toute l'attention sur nous. Donc, il y a toujours une petite gêne au début, mais plus qu'on avance dans la présentation, plus qu'on devient confortable. Mais bref, je tiens à remercier les gens de Québec, là, vraiment. La qualité, votre qualité, vous êtes des personnes qui sachent écouter, qui savent écouter en fait les personnes qui présentent, donc c'est très apprécié. Pour ceux qui n'étaient pas au symposium sur la sécurité, je peux commencer avec ça. Aujourd'hui, on a mis les présentations en ligne, donc je vais le mettre dans le chat ici, je vais faire un petit test si ça fonctionne. Ça semble fonctionner, puis je vais le rajouter dans le lien. Sur YouTube du vidéo, bien sûr. Vous allez retrouver toutes les présentations, principalement en français. Il y en a deux. On avait deux invités du côté anglophone, donc il y a deux présentations en anglais, mais le reste a été traduit en français. Donc, c'est ça pour les deux derniers gros événements sur lesquels j'ai travaillé. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dernièrement? Il y a eu Fedora qui est sorti, Fedora 31 qui est sorti le 29 octobre. Donc, pas longtemps après la dernière fois qu'on se soit vu. Je vous dirais pas d'amélioration majeure dans Fedora 31. En fait, généralement, j'attends quelques jours afin de faire des mises à jour. Cette fois-ci, je suis allé assez rapidement. Et j'aurais dû écouter mon intuition d'attendre quelques jours. J'ai eu des problèmes là, suite à la mise à jour de Fedora de 30 vers 31, qui a pris quelques jours à se régler. C'était beaucoup autour de l'affichage graphique, bien sûr WLAN. Ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'efforts pour stabiliser WLAN, le rendre beaucoup plus performant. WLAN, qui est le nouveau serveur graphique nouveau. Ça fait quand même quelques releases qui est disponible dans Fedora, mais il reste qu'il n'a pas encore été adapté du côté de RHEL. Donc éventuellement, quand il va être stabilisé, on va le voir apparaître dans RHEL. Donc, encore des problèmes avec WLAN, malheureusement, même avec Fedora 31. Ça s'est amélioré. C'est sûr que c'est le fun. L'expérience WLAN est le fun. On sent vraiment un petit peu plus de rapidité lorsqu'on travaille dans l'interface.
Mais par contre, pour ce qui est OBS que j'utilise pour streamer sur Twitch, tout ce qui est BlueJeans, TeamViewer, tout ce où on doit partager notre écran, malheureusement, ça ne marche pas encore. Donc, je pense pas que c'est la faute de la communauté WLAN, c'est plutôt les éditeurs de ces logiciels-là qui font peut-être pas l'effort de faire d'adapter la nouvelle technologie. Donc, on va attendre encore quelques temps avant de voir ces logiciels-là supporter WLAN. Mais, bref, c'est ce qui a accroché. Pour ceux qui étaient au symposium, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, là, j'ai fait, quand je me suis installé, j'ai demandé 5 minutes avant la présentation, parce que je savais que j'allais avoir des problèmes avec la projection aussi. En fait, quand je branche un projecteur, il y a un décalage quand je clique sur la barre des titres, là, quand je branche un projecteur, en fait, j'arrive plus à déplacer les fenêtres. Donc c'est des petites affaires qui accrochent encore au côté Fedora, que j'espère va être réglé prochainement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Fedora? Qu'est-ce qui a changé? En fait, Docker a été remplacé. Il n'y a plus d'engin Docker, c'est rendu... Et non, c'est pas Podman. Oui, Podman est là, mais on a laissé quand même Docker dans Fedora. C'est rendu Moby Engine, là, qui est la portion open source maintenant, le projet open source de Docker. Mais perdez pas de temps avec Moby, allez tout de suite avec Podman. Podman est présent, bien sûr, dans Fedora. Je dirais le gros changement au niveau Fedora, vous l'avez peut-être pas vu ceux qui ont fait la mise à jour, mais c'est ceux qui font l'installation de Fedora. On n'a pas refait l'installateur, mais on a changé l'outil de compression qui est à l'intérieur. Lorsque c'est le temps, lorsque Fedora part l'installation, il décompresse une image, l'image de Fedora au complet, donc un 4.7 GB qui est décompressé. Donc ça prend environ 96 secondes dans le passé avec le décompresseur XZ. On a remplacé le décompresseur, on a utilisé ZSTD maintenant, et on est passé de 96 secondes à 7.7 secondes, donc beaucoup plus rapide au niveau lorsque vous faites une installation fraîche. Donc c'est le gros changement en fait dans Fedora 31. Sinon, le reste, ça va super bien. Côté graphique, ça s'est quand même amélioré. C'est un GNOME 3.34 qui est rendu là maintenant. Et tiens, je peux vous montrer aujourd'hui, ici. En fait, je vais vous montrer Cockpit. On l'a déjà vu Cockpit ensemble, là, mais je vais juste voir s'il fonctionne bien. Donc, Cockpit est démarré sur mon Fedora ici. Cockpit, c'est l'interface de gestion, en fait, de web qui vient avec Fedora et Red aujourd'hui. Donc, on y accède sur le port 90-90. Et en fait, j'avais un petit peu délaissé ça dans les dernières semaines, derniers mois. Et hier, j'étais avec Sébastien. Sébastien qui est avec nous aujourd'hui en rencontre. Et Sébastien m'a montré l'interface Cockpit. Et il m'a donné l'idée d'en parler aujourd'hui. Donc, Sébastien, c'est ta faute si j'en parle. Donc, je suis rentré mon connecteur en route. Je vais vous montrer les petites améliorations intéressantes dans Cockpit qu'on va voir apparaître éventuellement dans RHEL. Donc, on a maintenant un outil qui permet de manipuler les containers Podman avec Podman. Pas les containers Podman, mais avec Podman plutôt. Donc, j'ai mes images qui sont affichées et les containers qui roulent. Il y a juste quelque chose que je n'ai pas catché encore. Là. Pourquoi il y en a deux? C'est le même container qui roule, en fait. Là, mais il y en a un qui est appelé par le système, l'autre par l'usager. J'ai pourtant juste un container qui roule. Là. Je ne sais pas si c'est un petit bug avec cette interface-là. Ou c'est normal, c'est le comportement normal. Donc, c'est intéressant. Ce qui est le fun aussi avec Cockpit, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a toujours ce petit onglet, ce petit point jaune-là qui apparaît. Donc, si j'ai un service là, qui a de la misère à démarrer, sinon j'ai des mises à jour qui s'en viennent. Donc, super le fun. On a un visuel assez rapide sur ce qui se passe sur notre machine. Sinon, ce que je vais vous montrer, et l'endroit où on met beaucoup d'amour, c'est au niveau de la gestion des machines virtuelles, parce qu'éventuellement, on va abandonner VirtManager dans l'interface, comme j'ai déjà mentionné dans le passé. Donc, de belles améliorations aussi avec Fedora 31. Donc, je vais juste vous montrer, j'ai un satellite qui roule ici. Donc, je vois de l'information sur ma machine et je vois en temps réel ici la consommation. Donc, c'est intéressant. Cockpit reçoit beaucoup d'amour, il reçoit beaucoup d'améliorations de version en version. Grosso modo, c'est ce que j'avais à dire sur Fedora aujourd'hui.
Oui, Seb, ça fait plaisir. Oui, tu m'as inspiré, effectivement. OK, excellent. Prochain point. Parler un petit peu des prochains événements qui s'en viennent. Donc, je vais mettre à jour le titre. OK, prochains événements. On a, ça n'a pas été annoncé encore, donc j'aime ça faire des primeurs pour ceux qui me suivent. En fait, tout est réservé, il reste à faire l'annonce. C'est un événement sur OpenShift 4 qui va avoir lieu à Montréal. C'est notre prochain événement le 28 janvier prochain, ça va être au centre Sheraton. Ça s'appelle OpenShift 4 for Big Idea. Idea. Oui, j'ai misère avec le mot. Donc, c'est une tournée. Venir présenter les dernières avancées et où on s'en va avec OpenShift 4. Donc, j'ai pas de détails sur le contenu, j'ai pas de détails sur qui va faire les présentations, mais on a reçu l'information la semaine dernière là, que la tournée passait à Montréal. Pas pour Québec pour l'instant, on va regarder après les fêtes qu'est-ce qu'on fait avec Québec, mais on va être à Ottawa aussi un petit peu plus tard en février, si je ne me trompe pas. Autre gros événement qui s'en vient et en préparation, en fait, c'est le Red Hat Summit. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, Red Hat Summit cette année qui a lieu à San Francisco du 27 au 29. Donc, ça s'en vient vite, c'est pour ça que j'en parle. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont allés l'année passée, qui veulent revenir cette année. Donc, c'est sûr qu'il faut le planifier un peu d'avance parce qu'il y a des hôtels, les billets d'avion, tout ça. Malheureusement, je n'organise pas de transport. J'aimerais bien ça, mais ce serait un méchant trip, là, partir de Québec et monter à San Francisco. On a tout une gang. Mais bref, non, on ne le fera pas. Donc oui, si vous voulez avoir des prix spéciaux, vous me contactez. Je suis en mesure de vous donner des prix un petit peu moins chers de ce qui est affiché sur le site de Red Hat. Pour ma part, est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas encore. Je sais toujours à la dernière minute. Là, pour ceux qui me suivent, ou on se parle régulièrement, vous savez, j'ai toujours ce défi-là de est-ce que je vais aller au Red Hat Summit ou je ne vais pas? Puis je peux vous dire qu'à date, je suis allé, j'en ai manqué un seul en 11 ans. Donc, je suis allé pas mal à chaque année. Mais il faut attendre si j'ai assez de clients qui se déplacent. Si je n'en ai pas assez, il faut que je donne mon nom pour travailler dans des booths. Et j'adore travailler dans les booths d'ailleurs. J'ai mal l'intention de redonner mon nom cette année. Surtout San Francisco, si vous êtes jamais allé, magnifique ville. En fait, magnifique. Les deux côtés, là, je pense que je n'avais parlé dans un de mes épisodes dans le passé. Il y a un côté très beau à San Francisco, mais il y a un côté très sombre aussi à San Francisco. C'est très pauvre aussi. Donc, c'est juste un rappel que ça s'en vient. Donc, si vous prévoyez y aller, n'oubliez pas, c'est au mois d'avril. C'est un petit peu plus tôt cette année que les autres années. Donc, c'était les prochains événements. Il y en a d'autres qui s'en viennent. En fait, avec l'automne qu'on a eu, avec les départs avec lesquels j'ai dû travailler, j'ai malheureusement manqué de temps pour céduler les prochaines activités en janvier-février. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un ROG, il va y avoir des Ansible Meetup qui s'en vient aussi. C'est juste que j'ai pas eu du tout le temps de me pencher sur ça et honnêtement, on tombe tous en vacances prochainement. Donc, ça va aller au retour en janvier qu'on va planifier ces activités-là. Prochain sujet, les nouvelles. J'allais mélanger deux mots. Là. C'est trop vite. Donc, nouvelles et trouvailles. J'allais faire nouveilles. Bref. OK, qu'est-ce que j'ai pour vous dans les trouvailles? J'en ai plusieurs. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je regarde là de tout vous présenter ce que j'ai trouvé depuis 2 mois. Mais des choses très intéressantes, je pense. Donc, la première, qui est Ansible et Kubernetes. Donc, c'est un sujet qui revient souvent dans des discussions avec les clients. Si je prends OpenShift, si je prends Kubernetes, j'ai plus besoin d'automatiser avec Ansible, tout se fait tout seul dans la plateforme. Alors, je vais vous mettre un petit lien ici, un petit article qu'on a sorti récemment. Oups. Je vais s'afficher ici. Donc, en fait, qui présente des use cases pour utiliser Ansible pour faire des choses, en fait, automatisées, ce qui n'est pas automatisé encore dans Kubernetes. Donc, il donne des exemples ici, comme pour gérer des ressources Kubernetes, en créer, les mettre à jour, les enlever, aller chercher de l'information. Donc, Ansible peut être utilisé pour faire ça, pour faire du templating des ressources, des définitions de ressources dans Kubernetes, gérer le système d'inventaire, gérer les secrets, c'est des choses que Ansible peut vous aider. Donc, vous avez l'article ici, je vous laisserai la lire. Sinon, j'ai tout frais de ce matin.
Je pense que c'est un de nos collègues qui a publié un livre qui est tout frais. Je vais le mettre dans le chat ici. Donc, c'est un livre, Ansible for Kubernetes, c'est son second livre, Jeff Gerling, qui a publié ça, qui raconte un petit peu son histoire. En fait, c'est quelqu'un qui se publie lui-même. Et il s'est donné un défi de dire, regardez, il y a beaucoup de gens qui pensent, puis ce que je vous ai dit tantôt, que parce qu'on utilise Kubernetes, on n'a plus besoin d'Ansible, c'est pas vrai. Donc il donne d'autres use cases ici, en fait, avec Ansible et Kubernetes. Donc, j'ai pas regardé le livre, ça vient de sortir, c'est tout frais. Quelque chose que je vais mettre dans mes livres à lire. Ma liste est très longue, là, mais celui-là, je pense que ça pourrait être intéressant pour le travail. Ok, excellent. Sinon, côté, je n'ai parlé, pour ceux qui ont reçu mon courriel ce matin, je parlais de ça ici, c'est le rapport annuel des parts de marché Linux. Donc, il est sorti. Il sort tout le temps aux alentours novembre-décembre. Sur les parts de marché Linux dans le monde. Donc, c'est une recherche qui est faite par IDC. Ce qu'on apprend dans ce rapport-là, qui est intéressant, qui n'est pas une surprise, eh bien, les parts de marché au niveau des systèmes payants, des systèmes entreprises, pardon. Donc, Microsoft qui domine, mais qui perd un petit peu face à Red Hat. Donc, on est la distribution Linux encore la plus utilisée dans le marché entreprise avec 33,9%, comparativement au reste qui se partage le reste avec 18%. Côté livraison, autant ce qui est entreprise, ce qui est non entreprise, ce qui est non payant. Donc, on peut voir que Linux domine avec 70,4% des parts de marché face à Windows 29. Donc, j'ai-tu mis le lien ici? Oui, je l'ai mis. Donc, information, c'est sans surprise, en fait. Mais c'est bon de voir qu'on est encore, on domine encore ce secteur-là, définitivement. OK. Sinon, quoi d'autre dans les nouvelles? Oui, ça c'est intéressant ici. Ça a été annoncé avec RHEL 8.1, puis RHEL 8.1, je vais vous en parler dans quelques secondes, dans quelques minutes. Je vais revenir sur RHEL 8.1, mais je vais vous montrer un article super intéressant ici, surtout ceux qui utilisent satellite. Si vous utilisez satellite avec 6.6, même avec 6.5 en montant, en fait, on est capable maintenant, en fait, on livre depuis RHEL 7.7 et RHEL 8.1, pardon, la capacité de patcher votre kernel en temps réel via Kopatch. Bon, c'était disponible avant, c'était juste que c'était réservé aux gens qui avaient les abonnements premium. Et on a même demandé souvent des exceptions de support lorsque vous voulez l'utiliser. Donc là maintenant, on l'inclut à tout le monde qui veut maintenant patcher son kernel sans redémarrer les machines. Kopatch est disponible. En fait, c'est une série de kernels qui sont livrés avec une extension Kopatch pour pouvoir patcher votre kernel sans redémarrer la machine. Et dans cet article-là, enfin, on vous explique que faites attention, il y a quand même des conditions importantes et on utilise ça. Puis je vous dirais, j'ai pas vraiment de clients qui m'ont raconté, qui ont commencé à l'utiliser. Il y en a qui ont fait de l'exploration un petit peu en lab, mais j'ai pas vraiment de personnes qui ont fait ça en production encore. Je vous dirais d'être très prudent. C'est un exercice très minutieux, ok? Parce que non seulement quand on update le kernel, ce que ça dit dans l'article, c'est qu'il y a peut-être des librairies aussi à updater. Donc, il faut faire attention, là. On vous donne en fait ici des petits trucs. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. Tracer qui permet de, on lance cette commande-là, de voir s'il y a des librairies en mémoire pour lesquelles ce qu'il y a l'état sur le disque, la version sur le disque est différente. Souvent, on va updater une librairie, mais il y a des services qu'il faut redémarrer parce que la librairie a été updatée. Donc, Tracer ici vient juste m'identifier si j'ai des services que je dois redémarrer suite à une mise à jour. Donc, on a fait l'intégration de Tracer dans Satellite. Et on explique un petit peu ici, bon, comment patcher
avec Copatch. Comment identifier les kernels qu'on veut patcher avec Copatch, comment choisir la version, le niveau de patch que vous voulez appliquer. C'est pour ça que c'est assez tricky là, quand on joue avec Copatch. C'est pas juste une ligne de commande, puis bingo, on a patché. Il faut vraiment aller choisir la bonne version du kernel avec les bons niveaux de Copatch que vous voulez. Et on montre un petit peu comment faire à l'aide de satellites pour faire les recherches des versions des kernels que vous voulez patcher et finalement appliquer la patch que vous voulez. Donc, c'est du travail un petit peu de moine, là, mais bref, on utilise Ansible qui est intégré avec Satellite 6 maintenant, pour déployer la patch et déployer la version de la patch que je veux aussi. Et on peut vérifier à l'aide de Satellite. Oh, j'ai des drôles de comportements ici. Ça, je vous disais que des fois, avec Fedora 31, j'ai des affaires étranges de même. Là, c'est vraiment étrange. Il manque le reste de l'article. Ce que je vais faire, je crois que c'est juste le marqueur qu'il n'a pas aimé. Je vais juste revenir chercher ça ici pour vous. Donc, le marqueur, ça me permet juste de souligner du texte dans des articles. Donc, juste vous montrer un petit peu plus bas qu'est-ce qu'il y en est. Avec Trace. Donc, Trace va me permettre de valider si j'ai fait un update, peut-être quelque chose dans le kernel qui redemande le redémarrage d'un certain service. Donc, Trace va me l'afficher. Il faut faire attention à ce que ça dit dans l'article, c'est que l'intégration Trace avec Satellite est en tech preview pour l'instant. Donc, possible qu'il y ait de l'information qui ne concorde pas avec ce que si vous lancez la ligne de commande Trace, peut-être pas la même information que vous retrouvez dans Satellite. Donc, faire attention ici, c'est ce que ça dit dans l'article. Donc, si ça vous intéresse de creuser ça, ben, je vous invite à lire l'article, mais ma recommandation, c'est que soyez prudents. Et je comprends que bon, il y a certains serveurs que c'est plus difficile de mettre à jour, parce qu'on ne peut pas les redémarrer régulièrement. Copatch vient un peu répondre à ce besoin-là. Mais il faut quand même y aller délicatement lorsqu'on fait ce genre de mise à jour. Ok, je regarde là, ça va bien. Juste vous montrer un petit article que j'ai trouvé ça super le fun. Vous savez, je m'intéresse à Python. Et j'ai pas vraiment progressé depuis la dernière fois qu'on a discuté. En fait, avec mon fils, on essaie de trouver des moments où on est libre les deux et pas trop d'action dans la maison. Pour travailler à Python, avancer dans Python, mais j'ai trouvé cet article-là super intéressant. Ici, les 10 librairies Python de 2019. Donc 10 librairies qui sont présentées. Puis il y a des projets intéressants. Donc celui-là ici, là, je trouvais ça super intéressant, FastAPI. Donc j'ai pas essayé. Je pense que je suis pas rendu encore. J'ai pas le niveau requis en Python pour m'amuser avec toutes ces librairies-là. Mais j'aime ça lire sur ce qui se passe dans le monde Python. Puis je suis tombé sur cet article-là. Et je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui adoraient Python aussi. Donc c'était pour ça que j'en ai glissé un mot à mon épisode d'aujourd'hui. Je pense que je ne l'ai pas copié dans le chat. Je l'ai-tu copié? Non. Ok, je vois que l'épisode question. Peut-on utiliser les collections Ansible avec un serveur Git ou dois-je utiliser absolument Ansible Galaxy? Où est la différence entre Ansible Galaxy et Automation Hub? Oui, je m'en viens là-dessus. C'est mon sujet un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, si tu restes avec nous, tu vas avoir les réponses. Donc, ok. Donc, c'est les trouvailles que j'avais fait pour vous pour cet épisode-ci. Maintenant, on va passer au prochain point, qui est les dernières sorties, avant d'aller du côté Ansible Automation Platform. Donc, plusieurs sorties depuis 2 mois. Tout d'abord, Ansible 2.9 qui est sorti quelques jours après le dernier épisode, 31 octobre. Je vais en parler dans quelques instants, donc je vais revenir sur ça. Gluster 3.5 qui est sorti le 5 novembre. Donc, Gluster, qu'est-ce qu'on a fait? On a comme avec Ceph, en fait, on a intégré la gestion, l'installation, la mise à jour de Gluster avec Ansible. Et il manquait un bout dans Gluster, c'était le support pour la géoréplication. Donc maintenant, c'est fourni par JDeploy. JDeploy, c'est des scripts Ansible, des playbooks Ansible qui sont là. Parce que configurer la géoréplication et qu'on ne l'avait jamais fait, il y a quand même plusieurs étapes. Donc on a automatisé ça avec Ansible maintenant.
On a rebasé sur la version 6 dans la communauté Gluster 3.5. Quarkus, qui est sorti le 6 novembre en version 1, qui est le Java optimisé pour rouler en container ou les microservices. J'ai pas eu la chance de jouer encore à Quarkus, mais Martin m'en parlait. Il semble que c'est très très bien. Ça promet beaucoup ce projet-là. Donc si vous roulez des applications en Java, vous développez en Java, jetez un œil à Quarkus. C'est bien d'atteindre la version 1. Donc on devrait avoir des offres du côté entreprise très bientôt. RHEL 8.1 qui est sorti le 5 novembre dernier. Donc, plusieurs petites nouveautés intéressantes. Tout d'abord, au niveau d'Image Builder, on supporte maintenant la possibilité de créer des images pour Google Cloud. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent Google Cloud, donc ils vont apprécier. Et Alibaba Cloud, je le vois un petit peu moins dans mes comptes Alibaba Cloud. Mais bref, on a rajouté deux cloud providers pour lesquels vous pouvez créer vos images. Image Builder, je l'ai présenté il y a quelques épisodes déjà. Ce que j'avais fait, je pense même, c'est presque un an. Là, lorsque j'ai fait la présentation, les émissions spéciales sur RHEL 8. Il y a un nouveau System Roll qui a été rajouté. Donc ça, c'est une question que j'ai souvent. Qu'est-ce qui se passe avec le System Roll? On a l'impression que ça bouge pas, mais au contraire, ça continue à bouger. On a rajouté un nouveau rôle pour vous aider à gérer, automatiser la gestion de votre stockage, donc un rôle sur le storage. On a une nouvelle application pour faire du whitelisting, blacklisting d'applications. Donc, ça s'appelle FA Policy D. Vous jeterez un œil. On a un nouvel outil pour gérer la génération des polices SE Linux pour les containers qui s'appelle UDICA. Donc aussi, si ça vous intéresse, le monde des containers et comment on peut manipuler un petit peu SE Linux au travers des containers, on a un outil maintenant qui est responsable, qui s'occupe de ça. Je l'ai mentionné tantôt, Kapatch, qui est maintenant distribué à tout le monde, qui peut être utilisé pour tous. Lux 2, qui a une bonne mise à jour. Donc, pour ceux qui encryptent le partition, lorsqu'on voulait changer le mot de passe d'encryption, il fallait arrêter le device, changer le mot de passe et repartir le device. Maintenant, on peut changer l'encryption en live. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez faire le changement de mot de passe sans avoir à arrêter un disque. Au niveau du clustering, ça c'est intéressant. C'est une demande que, je pense que quand j'ai commencé chez Red Hat, c'est une demande que j'avais eue d'un client au gouvernement, au gouvernement fédéral, il utilisait beaucoup RHEL-HA, qui est notre outil de clustering basé sur Peacemaker. Donc on a passé le nombre de nodes supportés de 16 à 32 finalement après toutes ces années. Ça a pris du temps. Maintenant, on peut faire des plus gros clusters, tout simplement. Au niveau des application streams, avec 8.1, quelques nouveautés intéressantes. En fait, les application streams, permettent d'avoir des logiciels plus récents que ce qu'on livre avec la plateforme. Donc, on a ajouté PHP 7.3. On a ajouté Ruby 2.6, Node.js 12 et Nginx 1.16. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Côté IDM, de grosses améliorations du côté IDM. Tout d'abord, on livre un package qui s'appelle Ansible Free APA, qui fournit des rôles et des modules pour gérer IDM, donc c'est le fun. Donc, en fait, c'était possible avant, c'est juste qu'on ne les livrait pas avec la plateforme. Maintenant, on les livre et ils ont été mis à jour et rafraîchis pour permettre d'automatiser certaines opérations dans IDM. Donc, de plus en plus de clients utilisent IDM aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. On a ajouté aussi un petit outil pour faire un health check de votre environnement IDM qui s'appelle... Je n'ai pas le nom, c'est pas noté. Introduce the Health Check Tool. Il faudrait avoir le nom, je ne l'ai pas essayé. C'est quelque chose qu'il faut que je creuse. J'ai justement une présentation IDM à faire après les fêtes. Donc, il faut que je travaille sur ça. Et on a rajouté le support IDM toujours avec Windows pour des forêts qui sont dans Windows 2019. Donc, ça aussi, c'était attendu. Et sinon, au niveau de la web console qui est Cockpit, c'est les améliorations au niveau de la gestion des VM. Partie de ce que vous avez vu tantôt avec Fedora a été rajouté dans RHEL 8. Donc, c'est les gros changements de RHEL 8. Un changement intéressant. On évolue avec RHEL 8 tranquillement. Finalement, autre grosse sortie hier, en fait, c'est Quay 3.2. Donc, Quay 3.2 qui est juste ici. Je vous envoie ça. Quay 3.2. On va regarder ça à l'écran rapidement. Donc maintenant, on offre en fait avec Quay 3.2 un Container Security Operator, donc qui permet de déployer directement dans OpenShift. Et j'ai encore des problèmes avec ça. Okay, excusez,
marqueur, c'est pas terrible. Il va falloir que je me trouve un autre plugin pour faire ça. Faut qu'il spin. Le vide, on va juste le reloader pour vous montrer prise d'écran. Donc, en fait, ça intègre, de ce que je comprends, je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous qui l'a essayé en ligne pourra juste confirmer ce que je dis. Mais en fait, c'est un opérateur qui permet d'afficher en fait les recommandations de sécurité qui proviennent de Kwe directement dans l'interface OpenShift. Donc, c'est ce que j'en ai compris. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est la grosse nouveauté de 3.2. Oui, c'est ça. C'est la grosse nouveauté. Sinon, l'amélioration au niveau du stockage, l'intégration avec le stockage. On prend Nova, qui est une acquisition qu'on a fait chez Red Hat l'année passée. Donc, qui offre le connecteur S3 API, tout simplement. Donc c'est ce que j'avais pour vous pour les dernières sorties. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Je vous dis que l'automne que j'ai eu, ça passait très vite. J'ai peut-être oublié quelques releases de logiciels, mais je pense que j'ai eu les principales. OK, donc dernière section de la journée, c'est je vais vous présenter, vous montrer, vous parler un petit peu en fait de la plateforme Red Hat Ansible, la nouvelle plateforme Ansible, pardon, qui s'appelle Ansible Automation Platform. J'ai le titre ici. OK. Donc, pour ça, ici, je vous sors une petite présentation que j'ai montée spécialement pour ça. Présentation que j'ai commencé à donner en clientèle. Je pense pas que j'ai fait d'événement encore avec cette présentation-là. Donc, attendez un petit peu, je retrouve. OK, on l'a ici. Donc, juste donner un petit peu de support visuel pendant que je parle, au lieu de me regarder, regarder le visage quand je présente. Plus fun de voir du contenu. Donc, c'est une présentation que j'ai faite, que j'ai montée tout dernièrement pour présenter cette plateforme-là. Donc, je vais passer quelques slides. Là. En fait, j'en profite pour faire une mise à jour aux gens que je la présente. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est la plateforme? En fait, on a regroupé tous les offres Ansible qu'on avait dans le passé. On l'a mis dans une seule plateforme qui s'appelle Ansible Automation Platform. Donc, dans le passé, on vendait Ansible Engine seul, on vendait Ansible Tower seul, on pouvait faire des bundles. Puis on avait Ansible Network aussi qu'on vendait. Maintenant, on a tout mis ça ensemble, un seul SKU. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Donc, on donne plus de valeur à la plateforme Ansible. Puis maintenant, tout est intégré. Puis on a rajouté par-dessus ça un service en ligne. Donc, attaché, qui peut s'attacher à Ansible en ligne de commande ou à Ansible Tower. Donc, je vous montre ça dans quelques instants. Donc, au niveau du SaaS, qu'est-ce qu'on a ajouté qui est intéressant? C'est deux choses. Et vous allez voir, il va s'en rajouter. Mais pour l'instant, il y en a deux. C'est la première release du SaaS pour Ansible. Donc, on a Automation Hub ici. Automation Hub qui contient des collections. Ansible, les collections, c'est quoi? J'en parle dans quelques instants. C'est des rôles, c'est des playbooks, c'est des plugins, c'est des modules. Donc, tout ça assemble ensemble. Donc, on met ça, on dépose ça sur Automation Hub et vous pouvez les consommer. Ce qu'on dépose sur Automation Hub a été testé, certifié, soit par nous, soit par nos partenaires. C'est exactement le même framework que vous retrouvez qu'avec Galaxy. C'est juste qu'ici, on garantit ce qu'il y a à l'intérieur d'Automation Hub, alors que dans Galaxy, c'est de la communauté. Il n'y a aucune QA qui est fait sur ça. Il n'y a aucune garantie de la part de Red Hat et nos partenaires que ce que vous allez prendre dans Galaxy va fonctionner. Du côté Automation Hub, c'est vraiment la version épurée de Galaxy. OK, c'est vraiment ça la différence. J'avais la question tantôt. Pour se connecter à Automation Hub, on a une petite configuration à faire. J'ai un article un petit peu plus loin que je peux vous montrer qui explique comment faire pour se connecter à Automation Hub. Ça prend un abonnement valide tout simplement. Puis ça nous permet d'aller chercher avec la ligne de commande Ansible Galaxy les collections qui se retrouvent là. Vous allez voir dans Automation Hub, je pourrais vous le montrer tantôt, il y a un lien vers GitHub sur les collections. Donc c'est sans doute une bonne chance que ce soit les mêmes, une grosse partie soit les mêmes que ce que vous allez retrouver sur Galaxy. Mais peut-être au travers du temps, il va peut-être avoir une différence. Mais pour l'instant, on a juste pris, en fait, je pense qu'il y en a une vingtaine de collections, il n'y en a pas des tonnes. C'est la première release qu'on a certifié, qu'on a voulu valider, offrir du support sur ces collections-là. Autre
offre du niveau du SaaS qui peut être intéressant pour ceux qui utilisent Tower, c'est Automation Analytics. Donc, on va aller chercher tout simplement plus de données, puis on va l'afficher dans le SaaS. Donc, il y a des données qu'on ne trouve pas nécessairement dans l'interface de Tower, mais qu'on retrouve dans l'API. On les transfère en fait en Automation Analytics et ça vous donne une vue vraiment à 100 000 pieds de tout votre environnement Tower, de vos différents clusters. Donc, si vous avez plusieurs clusters ou plusieurs organisations Tower, aujourd'hui, vous n'avez pas de vue disponible dans Tower pour ça. Il faut se connecter à une organisation, on voit la vue. Si on veut voir la vue de la deuxième organisation, il faut se connecter à sa deuxième organisation. Avec Analytics, on voit vraiment une vue par-dessus ça, donc on peut voir à haut niveau qu'est-ce qui se passe dans mes environnements Tower. Et Analytics va vous donner aussi l'état de votre environnement, est-ce qu'elle est up ou down. Donc c'est une forme de monitoring aussi qu'on offre avec Automation Analytics. Donc grosso modo, c'est ce qu'on a ajouté comme service, puis je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, on a relâché une nouvelle version d'Ansible, la version 2.9. Je pense que j'en avais parlé dans des épisodes précédents. Le gros changement, c'est vraiment la façon dont on va livrer l'automatisation avec Ansible. Donc, c'est appelé à changer et ça va se faire au travers des collections. Donc, les collections, en fait, regroupent tous. En fait, la problématique qu'on avait aujourd'hui, quand vous téléchargez Ansible, vous recevez le binaire, puis à l'intérieur du binaire, vous avez 3400 modules d'automatisation. Vous allez voir la documentation. La documentation se retrouve à l'extérieur de ça. Il faut aller sur un site, il faut aller en ligne de commande, taper Ansible Doc. Si vous voulez aller chercher des rôles, ben, il faut aller sur Galaxy et Automation Hub maintenant. Donc, tout ça est un peu disparate. Donc, on a voulu vraiment consolider tout à la même place. OK? Donc, c'est dans les collections que ça va se faire. Donc, dans les collections, vous allez retrouver, et j'ai mis, en fait, un exemple d'une collection à gauche ici. Donc, vous avez les rôles. C'est un peu la structure des rôles qu'on a gardé avec les collections. Donc, les rôles, c'est la même structure, en fait. Mais on a rajouté plugin à la racine. Et dans plugin, vous allez retrouver les plugins et bien sûr les modules. Donc, tous les modules d'automatisation, au lieu d'être bundlés avec Ansible, vont être livrés dans les collections. Fait que dans un futur à moyen terme, on va tranquillement arrêter de livrer les modules dans la version d'Ansible, parce que quand vous allez télécharger Ansible, vous allez avoir le binaire, et quand vous allez vouloir automatiser des choses, il va falloir télécharger les collections sur ce que vous voulez automatiser. Pourquoi on a fait ça? Raison principale, Ansible est un des projets open source les plus populaires aujourd'hui. On est dans le top 30, on a été dans le top 10 pendant même un petit bout sur GitHub. Sur GitHub, il y a 100 millions de projets, à peu près environ. Donc, dans le top 30, c'est quand même bien. Mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a énormément d'activités. Je n'ai pas regardé les pull requests, mais j'ai vu, je pense, une fois 7 ou 8 000 pull requests dans Ansible, ce qui est énorme. J'aurais ça imaginé pour notre équipe Ansible. Oui, il y a quand même beaucoup de monde dans notre équipe Ansible. Il y a la communauté qui est là, mais il y a beaucoup de pull requests qui dorment pendant des semaines, des mois, parce qu'il y en a trop. Donc, pour réduire un petit peu la pression sur la communauté Ansible, on va se séparer. On sépare en fait les modules, on les emmène dans les collections. Puis maintenant, dans les collections, vous allez avoir tout. Puis en fait, avec Automation Hub, en fait, on consolide toute l'information à cet endroit-là. Vous allez avoir la documentation aussi à cet endroit-là, ce qui est intéressant. Donc, les collections qui contiennent tout et la documentation qui est sur Automation Hub aussi. Donc, comment je consomme maintenant, comment je travaille avec les collections? Ben, vous avez une collection ici à votre gauche, à votre droite dans votre playbook, vous les appelez au même titre qu'on appelle un rôle. Collection, on indique qu'est-ce qu'on veut utiliser comme collection. Et quand on appelle dans nos tâches, ben, on appelle soit avec le nom complet, je me souviens pas, là, ça a un nom, c'est pas FQDN, là, mais c'est similaire à FQDM, mais pour du contenu Ansible. J'ai pas le nom en tête, si quelqu'un est là dans le chat pourrait le mettre, mais bref, j'appelle... Selon la collection, je vais appeler le module. Si je ne spécifie pas le nom de la collection, il va commencer par chercher dans la collection s'il trouve une collection qui a un rôle avec le mot ping. Sinon, il va prendre dans le module core d'Ansible, tout simplement, dans les modules qui sont installés avec la plateforme. Pour les installer, on a updaté l'outil Ansible Galaxy. On a rajouté les capacités collection qui ont juste ici, donc qui permettent d'installer la collection de Google Cloud, par exemple, ici. Ici, vous ne le voyez pas, là, mais je suis connecté à Automation Hub.
Si vous faites la même opération sur votre PC à l'heure actuelle, puis vous êtes connecté sur Galaxy conventionnel, ça va être Google Cloud 0.06. J'ai fait le test dernièrement. Donc, sur Automation Hub, on a une version un petit peu plus récente qu'on livre de Google Cloud. Donc, c'est une des différences. C'est possible qu'on ait une divergence entre les versions offertes sur Automation Hub et les Galaxy. Donc, ça va pour les collections. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais juste revenir en arrière. Je vais aller voir ta question. Donc, peut-on utiliser les collections Ansible avec un serveur Git? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire ça, les collections? Est-ce qu'on peut déposer des collections? Oui, je crois que oui. Mais on va aller voir. Attendez, on va aller voir pour répondre à la question. On va aller sur Automation Hub. Je vais vous montrer Automation Hub en même temps. Donc, Automation Hub. Donc, vous allez voir, c'est les collections qui sont disponibles. Il y en a 21. Ah, déjà, le chiffre a monté. Il y en avait moins la semaine passée. Donc, il y en a qui se sont rajoutés. Donc, c'est ça qui est le fun. Vous allez voir ce chiffre-là monter avec le temps. Donc, si je vais sur Google Cloud, voyez-vous, il y a 150 modules de disponibles dans la collection. Un rôle, 2 plugins. Donc, si je vais dans Google Cloud ici. Bon, comment faire pour installer la collection? Et si je viens voir sur repo ici, on a la collection qui est là. Fait que oui, pour moi, Dominique, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là. Les collections sont déposées ici. Tant qu'ils respectent la structure de la collection, sont déposées sur Git, il n'y a pas de problème. Donc c'est une bonne question. OK. Quoi d'autre au niveau de Ansible? Je reviens ici. Je suis trompé de fenêtre. Donc, les collections, c'est vraiment la grosse nouveauté de 2.9. On a relâché une nouvelle version de Tower aussi. Ce qui est vraiment intéressant avec Tower, qui était attendu, qui était demandé, c'est les webhooks. Donc, à partir de la dernière version d'Ansible Tower, je peux organiser, si vous voulez, le lancement d'une job template dans Tower automatiquement si j'ai fait une activité sur mon serveur Git. Donc, j'ai fait une modification, par exemple, d'un playbook qui est sur Git. Puis, j'aimerais ça que, automatiquement, quand je fais cette modification-là, on rafraîchisse les machines qui sont attachées, les inventaires qui sont affectés, en fait, par le nouveau playbook, faire un rafraîchissement, déclencher la job template, finalement, on peut le faire automatiquement. Et je vous montre un petit peu où ça se fait dans Tower. Mon but, c'était de vous monter une démonstration de ça, mais j'avais pas de serveur Git à portée de main qui pouvait communiquer avec mon Tower. Mon Tower est dans un réseau privé à l'intérieur de ma machine. Donc, je n'ai monté un serveur Git. Quand j'ai fini de le monter, je me suis aperçu que je ne l'avais pas mis dans le bon réseau. Donc, là, j'ai manqué de temps un petit peu. C'était mon plan de vous faire une petite démonstration. Donc, je peux vous montrer où, du moins, puis vous en ferez l'essai. Donc, par exemple, je voudrais... X raison, je voudrais ici une VM, un playbook que j'utilise souvent. Tiens, créer, c'est pas un bon exemple, créer un playbook. Admettons que je voudrais installer Firefox sur Windows. Ouais, je pourrais prendre ça, ici. Installer Firefox sur Windows. Si jamais on modifie le playbook associé à ça, ben, je voudrais être capable de déclencher un webhook. Donc, c'est ici que ça se fait. Là. Donc, dans le fond, je vais configurer... je vais prendre sur mon serveur Git, je vais mettre cette adresse-là avec le token associé. Et lorsqu'il va y avoir une update qui va se faire sur le playbook, ça va déclencher automatiquement le playbook, le redéploiement du playbook avec Tower. Donc, dans le passé, si on voulait faire ça, on pouvait le faire au travers l'API, mais on n'avait pas la portion sécurisée du webhook. Et il y en a qui utilisaient Jenkins pour faire ça. Donc, ça peut permettre ici d'enlever peut-être Jenkins pour certains use cases. Donc, c'est quelque chose qui était demandé beaucoup dans Tower pour enlever cette nécessité-là de mettre un Jenkins ou Bamboo en avant de Tower.
Excellent. Ce qu'on a, c'est pas nouveau à 3.6, mais on a amélioré, puis vraiment, ce qui est vraiment très très cool, c'est que Ansible Tower aujourd'hui peut se déployer, bon, soit directement sur un Red Hat Linux ou soit dans un container, donc sur OpenShift. Et là, ici, on a créé toute la logique. Si jamais votre container Ansible Tower est surchargé, il peut demander de l'aide à OpenShift qui va générer d'autres containers avec Tower et il va les mettre automatiquement en cluster ensemble. Donc ça, c'est concept le fun en automatisation. Donc on vient prendre force de la plateforme OpenShift pour scaler automatiquement Ansible Tower. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau du SaaS, ben, je l'ai présenté tantôt. Je vous présente Analytics. Et tiens, au lieu de présenter des slides, je vous montre la petite démo. Au niveau analytique. Donc, c'est toujours sur cloud.redhat.com. On a Automation Analytics ici. Donc, pour avoir accès à ça, de 1, ça prend un abonnement à Red Hat Ansible Platform. Et de 2, vous devez faire une petite config dans Ansible, sur votre machine Ansible Tower pour que Ansible Tower envoie des statistiques à Automation Analytics. Donc, ce que vous voyez ici, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans Ansible Tower, mais ce n'est pas les mêmes informations. Donc, pour les 2 dernières semaines, je vais juste montrer un petit peu plus d'informations. Voici les playbooks qui ont roulé, ceux qui ont échoué. Mais ce qui est cool ici, c'est quoi la template qui a été le plus utilisée. Actuellement, dans Ansible Tower, on ne voit pas ça. Dans Ansible Tower, on voit les dernières templates qui ont été utilisées. Mais ici, je vois vraiment mes plus populaires. Et actuellement, j'ai lancé 21 fois cette template-là qui crée une VM dans Azure. J'ai travaillé un projet d'automatisation point client au niveau Azure. C'est pour ça que il y en a beaucoup de ce template-là a été consommé beaucoup dernièrement. Créer une VM sur Azure ici, un Real VM. Et ainsi de suite. Je vois les top templates, puis je vois aussi les top modules, les modules les plus utilisés dans mon automatisation. Donc, c'est les opérations sur les VM RM ressources groupes, sur les ressources groupes, excusez, pas sur les machines virtuelles de Azure qui est le plus utilisé que 68 fois, et Assert que j'utilise quand même dans plusieurs de mes playbooks pour valider la présence de quelque chose, d'un fichier texte ou d'un texte en particulier. Donc, Assert, c'est un module qu'on utilise beaucoup. Et regardez ici, les notifications aussi, comme je vous dis, Automation Analytics garde un œil sur ce qui se passe sur Tower. Là, il n'a pas été capable de communiquer avec mon Tower pour une journée. Donc, il y a une journée que j'ai fermé mon laptop et qui n'a pas envoyé d'informations. Donc, un petit peu de monitoring. Je vous dirais que ce n'est pas du grand monitoring, mais ça peut être le fun si vous êtes à l'extérieur. Dire, wow, parce que mon engin d'automatisation au bureau est encore opérationnel, mais on peut le voir au travers Automation Analytics. Ce qui est bien, qu'on n'a pas comme vue non plus avec Ansible Tower, c'est la vue par organisation. À l'heure actuelle, malheureusement, j'ai juste une organisation. Là. Je suis dans mes plans de rajouter une couple d'organisations dans Tower pour pouvoir le démontrer, mais je pense que vous êtes assez tous intelligents pour comprendre le concept ici. Donc, si j'aurais plusieurs organisations, je verrais différentes couleurs. Donc, je peux voir les jobs rouler par organisation et les usages par organisation au niveau des tâches. Donc, voir quelle organisation utilise plus mon environnement. Donc, c'est une vue qu'on n'a pas, encore une fois, avec Tower, qu'on rajoute ici. Et vous allez voir d'autres données de statistiques se rajouter au travers le temps. Comme c'est un SaaS, le SaaS va obtenir régulièrement des mises à jour. Donc, ce n'est qu'une première version. C'est pas une raison pourquoi les gens vont acheter Ansible Automation Platform, je comprends, mais c'est de l'information intéressante qu'on ne trouve pas nativement dans Ansible Tower. On peut l'avoir au travers l'API, on peut monter ce qui a été fait au travers l'API, mais bref, on l'a ici au niveau directement de notre SaaS. Je pense que ça fait pas mal le tour. Regardez, j'ai des petites diapositives ici avec un petit peu plus de données à l'intérieur. Regarde, quand j'ai plusieurs organisations, de quoi ça a l'air. Donc, on fait un comparatif des 2 dashboards, montrer que c'est un cluster à la fois dans Tower Analytics. On a vraiment tous les clusters, différentes informations aussi. Automation Hub, j'en ai parlé. Si vous voulez partir avec Automation Hub, oups, je vais juste copier le lien pour vous le donner. Là. Si vous voulez vous connecter à Automation Hub et aller chercher les rôles qui sont supportés, pas les rôles, les collections qui sont supportés, je vais le mettre ici. Vous pourrez aller voir l'article qui est là, ça explique comment faire. C'est celle-là que j'ai suivie pour ma démonstration. Ah oui, j'ai oublié.
Donc, parallèlement à tous ces nouveaux produits-là, à cette nouvelle plateforme-là, on a sorti un nouveau use case qu'on adresse avec Ansible Automation Platform. J'en avais parlé dans le passé dans mon émission, c'est Security Automation. Donc, ce qui se passe dans ce monde-là, dans le monde de la sécurité, c'est qu'il existe des centaines, presque des milliers de logiciels de sécurité. Donc, quand une équipe de sécurité a mettre en place une solution complète, ils vont travailler pas juste avec un logiciel, ils vont travailler avec une panoplie de logiciels. Aujourd'hui, ces logiciels de sécurité-là ne se parlent pas entre eux. Donc, il y a beaucoup d'opérations manuelles pour passer les informations entre ces systèmes-là. Il y en a certains qui ont de l'intégration, mais la majorité ne se parle pas. Nous, ce qu'on fait avec Ansible, c'est qu'on vient vraiment se mettre entre ces logiciels-là et faciliter le passage d'informations. Donc, comme Ansible peut communiquer avec des API, aller chercher de l'information d'un logiciel et le transmettre à un autre, ben, c'est un super bon fit pour les équipes de sécurité. Les use cases qu'on traite pour l'instant, et on va voir ce nombre-là augmenter, c'est bon, le triage d'activités suspectes. Donc, quelqu'un qui est un opérateur en sécurité, il va avoir accès à une console, on appelle un SIEM, qui va collecter les données des différentes sources pour faire l'analyse, est-ce qu'on se fait attaquer ou pas. Ce que ces gens-là font généralement, c'est qu'ils vont demander, par exemple, une application ou quelqu'un nous avertit qu'on se fait attaquer. Donc lui, il va commencer à faire l'analyse, il va demander les logs du firewall, peut-être les logs applicatifs. Généralement, dans les SIEM, on ne les laisse pas connecter, ces logs-là, parce que les SIEM, plus qu'on met de données à l'intérieur, plus que ça coûte cher. Donc, dans le cas de Splunk, Splunk offre une solution SIEM. Donc on ne laisse pas connecter tous les logs. On ne voit pas tous les logs sans arrêt dans les SIEM. Là, ça ne fait pas de sens. Donc, ces gens-là vont appeler les équipes de sécurité, les équipes de firewall, les équipes d'applicatifs. Donnez-moi vos logs. Nous, ce qu'on vient faire avec Ansible, c'est appeler plus personne. On vous donne l'automatisation qu'il faut pour aller chercher les logs dans les firewalls de façon automatisée, pour aller chercher les logs dans vos applications de façon automatisée et les incorporer dans le SIEM. Donc, l'opérateur de sécurité, s'il en a besoin, tout ce qu'il a à faire, c'est lancer un playbook Ansible. De quelle façon on peut le faire? On peut le faire au travers Tower, on peut le faire directement dans le SIEM, parce qu'on a fait une intégration entre les SIEM et Ansible Tower pour déclencher ça. Une fois qu'il y a l'information, il va peut-être vouloir valider des choses, pousser un petit peu plus l'analyse. Ça fait que souvent, ils vont demander à des équipes IDS, par exemple Snort, de dire, ben, rajoute-moi ces règles-là, puis on veut voir comment ça réagit avec ces règles-là. Est-ce qu'on est en train, par exemple, de se faire attaquer par des DOS? Donc, il va demander à Snort de faire cette analyse. Normalement, ce qui se passe, c'est que l'opérateur du SIEM, il va demander à l'équipe IDS, mais crée-moi les règles, puis envoie-moi les logs. Encore là, c'est des opérations manuelles. Ansible peut tout faire ça de façon automatisée. Donc, rajouter une règle dans un IDS ou aller chercher les logs, on l'automatise. Donc, l'opérateur de sécurité clique sur un bouton, puis il va aller chercher automatique. Puis une fois que l'opérateur a fini de faire son analyse, il dit oui, finalement, on se fait attaquer par telle adresse IP. Il faudrait rajouter cette règle-là dans le firewall. Encore une fois, au lieu de faire ça manuellement, on l'automatise avec Ansible. Donc, par exemple, au travers de Checkpoint, on peut déclencher la création d'une règle automatisée aussi. Donc, les solutions qu'on supporte, on en a une dizaine pour la première offre. Et rappelez-vous, moi, ça me rappelle beaucoup ce qu'on a vécu avec Ansible Network. Au début, avec Ansible Network, on n'avait pas beaucoup de modules et ça a explosé. On est rendu à plus de 1000 modules au niveau réseau parce qu'il y a eu vraiment un engouement. Et on s'attend au niveau sécurité que ça va être la même chose. Parce que c'est un monde dans lequel il y a beaucoup d'opérations manuelles et dans lequel Ansible peut répondre à toutes ces opérations manuelles-là pratiquement. Puis surtout au niveau Incident Response, quand c'est temps de faire la correction, on a 3400 modules dans Ansible, on peut automatiser n'importe quoi. Donc, si un opérateur de sécurité détecte, par exemple, que, il y a un firmware d'un firewall qui doit être updaté, ben, on ne fait plus ça rien manuel, on le fait au travers Ansible maintenant. Donc, dans la rémédiation, on va être très, très fort aussi dans ce monde-là qui est le monde de la sécurité. Donc, c'est les 10 fournisseurs avec qui on travaille. Il y en a d'autres sur la planche. Je sais qu'à Québec, j'ai plusieurs clients qui utilisent Palo Alto. J'ai eu la demande au Sécurité Symposium où on en est avec Palo Alto. Et j'ai vérifié que les product managers dernièrement, ils m'ont dit que oui, ça s'en vient, là, c'est tout proche. Ils m'ont indiqué que ça n'a pas été facile de commencer avec eux, ils n'étaient pas très collaboratifs, mais suite aux interventions qu'on a fait, aux séminaires qu'on a fait, et de voir l'engouement qu'il y a au travers de cette offre-là de différents manufacturiers de sécurité, ils ont décidé eux autres aussi d'embarquer. Donc vous allez voir cette liste-là dans les prochains
prochains mois grossir. Des exemples ici de ce qu'on fait avec Checkpoint, avec Curador qui est le CIEM du côté IBM, et Snort ici. C'est juste des petits exemples. Donc c'est grosso modo ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines au Ansible Fest. Je voulais vraiment prendre le temps de vous le présenter parce que c'est un bon changement. Donc, tous les produits intégrés ensemble maintenant. On a un nouveau SaaS, une nouvelle façon de publier des modules au travers des collections. Donc, beaucoup de changements pour Ansible. Changements pour le bien, bien sûr. Donc, vous allez en entendre parler dans les prochains mois, je suis convaincu. Donc, il est déjà rendu 1h15. On a passé au travers l'heure. Ça passe très, très vite. Donc, c'était le dernier épisode de l'année. C'est sûr que j'en aurai pas d'autres d'ici la fin décembre. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, désolé d'avoir dû sauter le 2 mois. J'aurais dû en faire plus régulièrement, mais la charge de travail faisait que c'était impossible pour moi. Mais on va essayer de se rattraper. Je vais essayer de me rattraper en 2020, d'en faire un petit peu plus régulièrement. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer un magnifique temps des fêtes. Reposez-vous bien, puis on se revoit l'année prochaine. Bye tout le monde.